Je travaille pour Capgemini. On fait plein de choses. On est présent en région. Ça, c'est la partie importante pour vous. Voilà, donc Nantes, Rennes. Vous nous connaissez sous le nom aussi de Sogeti. Aujourd'hui, on est passé à la promotion de la marque uniquement Capgemini, mais c'est les mêmes équipes. Donc, moi, je suis consultant en cybersécurité depuis un moment. Et je vais vous parler du RGS, le référentiel général de sécurité. C'est le cadre réglementaire permettant d'instaurer la confiance dans les échanges au sein de l'administration et avec les citoyens. Donc ça a l'air super sexy. On va voir à quoi ça sert, comment le mettre en place et étudier rapidement les différents chapitres. Non, je plaisante. On va pas. Donc, ça, c'est effectivement ce qu'il y a dans le RGS. Si vous avez besoin du détail, tout est aujourd'hui correctement expliqué sur le site de l'ANSSI. Voilà. Mais je vais vous parler plus de la prise en compte des contraintes réglementaires dans les projets informatiques et dans la vie de tous les jours. La mise en place idéale, c'est en 2 points. D'abord, prendre en compte les mesures de sécurité dès la conception du projet. Ces mesures de sécurité, elles sont aussi importantes que les besoins fonctionnels. Aujourd'hui, si vous n'avez pas la sécurité d'un service qui est déployé sur Internet, vous aurez forcément des problèmes. Donc, on ne peut pas le mettre à plus tard. Ensuite, il faut intégrer le processus d'homologation. Le processus d'homologation, ça ressemble à un processus qualité et c'est compatible avec votre gestion de projet. Qu'elle soit en cycle en V, avec un marché strict ou agile, c'est des choses qui ne sont pas hyper contraignantes et qui s'adaptent. Donc j'ai pompé tranquillement le site de l'ANSSI. Donc il faut jamais oublier le sens de l'homologation. Le sens de l'homologation, c'est l'équilibre entre le risque et le coût de sécurisation qui est fait par un responsable qui a autorité pour le faire. Donc, l'homologation, ce n'est pas un problème d'informaticien. Ce n'est pas un problème technique, c'est un choix de l'autorité. Et ça, c'est très important. Parce qu'on ne va pas dire je prends l'antivirus X ou Y parce que c'est le moins cher ou parce qu'il répond aux besoins. On va prendre des risques ou les limiter suivant des arbitrages qui peuvent être politiques, stratégiques pour votre établissement, votre organisation. Donc, l'homologation de sécurité, elle est délivrée par l'autorité d'homologation pour un système d'information avant sa mise en service opérationnel. En théorie, en pratique, souvent ça arrive après. Il y a une méthode qui est documentée pour quand ça arrive après, avec des systèmes d'homologation provisoires. Mais ça permet d'identifier, d'atteindre et de maintenir le niveau de sécurité. Non, c'est pas ça que je voulais dire. En tout cas, on informe de façon claire l'autorité. Donc, le responsable, il sait que l'application qu'on a mise en production, elle n'est pas parfaite, parce qu'en général, malheureusement, elle n'est jamais parfaite.
J'imagine que dans la salle, tout le monde a eu des déboires avec un élément qui a du retard, une faille qui a été découverte au dernier moment, quelque chose encore à corriger, et que ce soit un projet informatique ou un projet de la vie de tous les jours. Mais les projets, il faut y aller. Donc, on explique les choses de façon claire et on décide comment on le met en œuvre. Si on vous demande de construire un pont, que vous faites un pont où les camions peuvent passer, mais que vous n'avez pas vérifié qu'il était suffisamment solide, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez passer les camions et puis vous attendez le test qui aura lieu dans 2 mois? Ben, je pense pas. Je pense qu'on va attendre un peu pour les camions, mais en attendant, peut-être qu'on peut laisser passer les vélos ou faire une braderie parce que on peut l'utiliser autrement. En informatique, c'est pareil. Et de même qu'on ne laisserait jamais l'ouvrier décider tout seul de ce qu'on va faire du pont, le projet informatique, c'est pas l'équipe informatique qui va décider directement oui, ça va, ça me semble solide, on peut y aller. Voilà. Donc, le RGS, c'est pas un référentiel comme les autres. Je ne sais pas si vous connaissez la gamme de référentiels ISO 27000 ou la PSSIE ou la LPM. Il y a des gens qui connaissent peut-être déjà dans la salle ou ça vous dit... C'est une vraie question. J'ai besoin d'une vraie réponse. Non. Bon, donc c'est des normes de sécurité. Donc la PSSIE, c'est la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Donc c'est celle qui s'applique. Ces référentiels ont pour objectif de protéger l'établissement, l'organisation, l'entreprise. C'est des règles qu'on se donne pour se protéger. On a d'autres référentiels qui, avant, on ne les voyait pas. Le RGS, on a vu, c'est pour la confiance numérique avec les interlocuteurs des administrations. Le RGPD, c'est la protection des données personnelles des citoyens. Le RGA, c'est... vous connaissez le RGA? Non? Le RGA, c'est l'accessibilité pour les handicapés, les malvoyants, et ainsi de suite. C'est vachement important. C'est des choses qu'il faut respecter, pas pour nous, pas pour l'établissement, mais pour la mission de service public. Je pense que, des travaux pour l'accessibilité des handicapés, vous en avez tous eu dans le monde réel. Oui, non non, c'est pas une problématique ou... Bon, pardon. C'est peut-être quelque chose qui a déjà été traité depuis longtemps. Mais bon, je suis venu de Paris, mais j'ai vu des rampes pour fauteuil roulant. Ça m'avait l'air d'être parfaitement intégré. Hein. Donc, ce que va demander le RGS, c'est une homologation. C'est-à-dire que ce n'est pas les informaticiens qui décident que le service est correct, c'est bien le responsable, l'autorité, le donneur d'ordre qui va être informé du niveau de sécurité et pouvoir dire oui, c'est ce que j'attendais, c'est le niveau que mes administrés, dont mes administrés vont avoir besoin. Corollaire, s'il veut un niveau élevé, il faut qu'il y ait le budget qui va avec. Ça vous parle quand même. Bon. Et ensuite,
il va s'orienter sur l'authentification. Qui fait quoi? Parce qu'effectivement, quand on dialogue avec une administration en ligne, on va être certain qu'on dialogue avec la bonne administration. Et pas un site qui vous demande de l'argent pour payer un PV et va prendre une taxe dessus. Les accusés de réception, parce que on est dans une logique où on protège l'utilisateur. L'utilisateur, il fait une demande, il va avoir un accusé de réception. Cet accusé de réception, il va pouvoir l'utiliser pour se plaindre. Ce n'est pas un bête enregistrement dans une base de données où l'informaticien derrière peut juste l'effacer. Non. C'est pour ça qu'on a, quand on déclare les impôts, par exemple, des documents un peu abscons qu'on n'a vraiment pas envie de lire, mais derrière, il y a des mécanismes de cryptographie qui permettent, s'il y a un problème, de présenter cet accusé de réception et de valider, même si côté administration, il y a une erreur, prouver que le dépôt a été fait correctement. L'horodatage, forcément, et les signatures qui sont engageantes. Alors, vous avez dû voir les certificats RGS, 1 étoile, 2 étoiles, pour signer les différents actes administratifs. Ils font l'objet de certification RGS. Donc, on est passé d'une sécurité de l'informatique, technique, à une sécurité de l'information, qui est plus large, à la cyber. La cyber, je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc, mon histoire de l'informatique, de la sécurité informatique. En 1980, on sécurisait ce qui était évident. En 90, on s'inquiétait des accès externes avec Internet et les services en ligne. En 2000, il fallait vraiment corriger les failles parce que on était dans la logique de je ne sais plus quel pourcentage des attaques viennent de l'interne, et donc il fallait bien mettre ses mots de passe partout. Ensuite, on a protégé les systèmes d'information d'un point de vue global, et aujourd'hui, on arrive avec RGPD, RGA, RGS à des systèmes d'information qui ont un rôle dans la vie publique. On ne peut plus s'en passer. En tout cas, quand on ne les a pas, ils nous manquent cruellement. Et on leur confie des choses très importantes. Donc, voilà. Donc, et l'idée de RGPD, RGA, RGS, c'est que ce n'est pas l'établissement qui décide du niveau de sécurité de ses services, c'est un cadre réglementaire légal qui l'a donné. Puisque on n'est plus dans la posture de l'établissement qui va décider de son risque, de ses priorités. On est dans une logique où le citoyen attend un service dans lequel il peut avoir confiance. Et donc, il peut avoir confiance dans ce service parce qu'il a fait l'objet d'une homologation RGS. Mais imaginons qu'on ait un rapport d'homologation qui dit que le niveau de sécurité n'est pas suffisant et que ce groupe d'autorités d'homologation qui est DGS, élus, parce que ce sont eux les plus élevés dans nos collectivités, disent on y va quand même. Ok, on y va, le niveau de sécurité n'est pas assez bien, mais on y va. Si demain il y a un problème, c'est l'élu. Ouais, mais non, alors c'est pas l'élu, c'est parce que l'élu, si le problème il arrive 2 ans après et qu'il n'est plus dans le mandat, l'homologation peut être remise. D'accord. La stratégie d'homologation intègre une remise en cause régulière. Donc, c'est des dossiers qui doivent être tenus à jour, revus régulièrement, et un nouvel élu qui arrive
dans son travail de découvrir ce qui est là, effectivement, il peut revoir les homologations et savoir ce qui se passe. Et alors, un dossier d'homologation qui dit la sécurité n'est pas suffisante, il n'est pas bon. Le dossier d'homologation, il doit dire nous avons un risque qui est celui-là, il nous manque telle mesure de sécurité, voire nous n'avons pas respecté telle obligation du RGS ou d'une autre norme, ou d'une politique, ou une bonne pratique, ou la prise en compte d'un test d'intrusion, mais quelque chose de compréhensible, on recommande de faire une action corrective avant la mise en production. Ou alors, on recommande de restreindre l'usage, de ne pas forcément ouvrir tous les services. Si c'est voilà, de garder, de confirmer les transactions au-dessus d'un certain montant. Voilà, il peut y avoir plusieurs niveaux d'ouverture. Donc, en pratique, prendre en compte les coûts induits dès le début du projet, puisque ce n'est pas une lubie de la DSI de faire de la sécurité, c'est la protection du citoyen, c'est une obligation réglementaire, c'est pour l'établissement. Intégrer le processus à la gestion de projet avec les bons acteurs, et le processus intègre l'autorité, donc éventuellement le maire ou autre, et ça évite les mauvaises surprises en prenant en compte dès le départ. Voilà. Alors, en quoi ça aide dans les projets informatiques? Ça pousse les produits qualifiés. Des fois, on arrive et on voit que des gens ont travaillé pendant 3 semaines pour choisir un équipement X ou Y. Et en fait, l'équipement, il est recommandé de le choisir dans la liste de l'ANSSI. Et il y en a 2 qui sont recommandés. Il y en a un qui correspond. Donc, c'est pas la peine de se lancer dans de grands questionnements. Voilà. Il y a une obligation d'un suivi opérationnel de la sécurité. Ça peut aussi être des budgets. Il y a écrit clairement favoriser l'interopérabilité. Le RGS V2, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, est promeut les bonnes pratiques informatiques et sécurité. Il n'y a pas d'opposition entre je veux aller vite et bien et être agile dans le cloud et le RGS. Voilà. Et la grande partie du RGS, c'est un cadre sur l'utilisation du chiffrement et des certificats numériques pour leur donner un cadre légal. Donc, dans la majorité des projets, je crois à votre échelle. Alors, est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà eu à mener un projet RGS? Bon, je suis tranquille. Ceux qui ont répondu, ils sont hors concours. Donc, il y a des solutions estampillées RGS. Ça fait une grande partie du travail. Ensuite, l'utilisation de certificats RGS pour la signature électronique, par exemple. Et il faut faire une homologation et un suivi opérationnel de la sécurité. On ne peut pas juste acheter un produit estampillé RGS. De même qu'on ne peut pas acheter un produit estampillé RGPD. Donc,
Je pense qu'aujourd'hui, il y a le vote est utilisé à différents niveaux. Il y a des votes qui sont récréatifs pour la télé. Il y a des votes qui sont des consultations organisées par les collectivités. Et il y a des votes qui sont le processus démocratique. Donc, ma question précédente était bidon, parce qu'elle était imprécise, comme souvent. Bon. Donc maintenant, je vais vous reposer la question. Pour les jeux télé, c'est sympa les votes? Oui, ça coûte des SMS. Ok, on est d'accord. Pour les consultations organisées par les collectivités, là oui, d'accord. Et pour la vie démocratique, qui devrait être contrôlée par les citoyens, est-ce que vous feriez confiance au RGS? Ben, alors, les procurations, c'est pas moi qui les vérifie. Mais pour moi, un processus démocratique, ça a un coût et c'est maîtrisé par le citoyen. C'est pas un processus d'homologation plus ou moins bien suivi par des gens qui peuvent avoir des intérêts divergents qui va permettre de savoir si ça va bien se passer. Ça peut être utilisé dans des cas exceptionnels, mais on ne va jamais pouvoir remplacer l'isoloir. Comment on remplace l'isoloir avec le vote électronique? Ah non. Il y a quelqu'un qui sait faire un isoloir sur un vote électronique? Est-ce que vous pensez qu'on peut abandonner l'isoloir pour le vote normal? Alors il faudrait arrêter. Donc en fait, le problème, il n'est pas à côté vote électronique. Alors, il serait côté isoloir. Alors moi, je veux bien qu'on fasse... Mais d'abord, il faut accepter qu'on enlève les isoloirs, que les femmes votent correctement comme leurs maris le disent. Ah. Inversement. Donc on va connaître ce qui se passe dans les couples au moment du vote. J'ai peur que on soit sur une piste, ça risque d'être compliqué. Hein, parce que si effectivement on s'aperçoit dans le bureau de vote que c'est madame qui vérifie ce que vote monsieur, ou que c'est monsieur qui vérifie ce que vote madame, voire d'autres personnes, j'ai peur qu'on ne respecte pas le RGPD. Donc, enfin, bon, je crois qu'il va falloir garder l'isoloir. En France, je crois qu'on a un système de vote qui est peut-être un petit peu compliqué, mais on a le secret d'isoloir, on a la vérification des votes publics par les citoyens, on a la publication de tous les résultats disponibles dans toutes les communes. Tout le monde peut vérifier, refaire les calculs. C'est quelque chose qui ne sera jamais possible avec un truc comme ça où c'est juste le chapitrage du RGS. Et vous voyez que au niveau d'une collectivité, on n'arrive pas à gérer correctement les clés RGS parce que c'est compliqué, c'est pas dans les usages. Si on pousse le vote électronique directement, on aura de multiples soucis, incompréhensions, et je crains que le vote perde son sens.
Par contre, sur des consultations organisées par les collectivités, on n'est plus au niveau de l'élection des représentants de l'État. On est au niveau d'une collectivité qui veut consulter ses citoyens et qui est l'organisatrice. C'est plus les citoyens qui organisent le vote de l'État, c'est la collectivité qui organise une consultation sur son territoire. À ce moment-là, on applique le RGS, on fait confiance aux élus de cette collectivité pour homologuer le système, et ça a tout son sens.